Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Cosmic Chronix, un podcast qui ambitionne de proposer à nos auditeurs une autre façon de penser et de vivre l'astrologie, notamment dans son orientation psychologique et socioculturelle. L'astrologie, c'est comprendre le monde d'aujourd'hui grâce à un outil millénaire et étonnamment pointu. Un outil, au demeurant, dont se sont servis bon nombre de grands esprits de l'histoire. L'astrologie vient nous rappeler que pour mieux avoir les pieds sur terre et changer le monde, il convient d'aller faire un petit tour dans les étoiles. Je suis Léa, astropsychologue, et j'anime ce podcast avec Mathilde, une superwoman entrepreneuse et passionnée d'astrologie. La Terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres, parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Mais, pour l'atteindre, il lui faut un outil. Il lui faut un rabot ou une charrue. Le paysan, dans son labour, arrache peu à peu quelques secrets à la nature et la vérité qu'il dégage est universelle. De même l'avion, l'outil des lignes aériennes, mêle l'homme à tous les vieux problèmes. J'ai toujours, devant les yeux, l'image de ma première nuit de vol en Argentine. Une nuit sombre où scintillaient seules, comme des étoiles, les rares lumières éparses dans la plaine. Chacune signalait, dans cet océan de ténèbres, le miracle d'une conscience. Dans ce foyer, on lisait, on réfléchissait, on poursuivait des confidences. Dans cet autre, peut-être, on cherchait à sonder l'espace, on s'usait en calcul sur la nébuleuse d'Andromède. Là, on aimait. De loin en loin luisaient ces feux dans la campagne qui réclamaient leur nourriture. Jusqu'au plus discret, celui du poète, de l'instituteur, du charpentier. Mais parmi ces étoiles vivantes, combien de fenêtres fermées, combien d'étoiles éteintes, combien d'hommes endormis. Il faut bien tenter de se rejoindre. Il faut bien essayer de communiquer avec quelques-uns de ces feux qui brûlent de loin en loin dans la campagne. Extrait de Terre des Hommes, de Saint-Exupéry. Bonjour Mathilde. Salut Léa, superbe citation pour commencer. Notre épisode sur la vie intérieure. Alors, comment introduire ce sujet si vaste et si universel ? Je voulais un petit peu l'aborder du point de vue, bien sûr, astrologique, mais puisqu'on sait que l'astrologie parle de tout, parle de l'humain, elle est ici, en un sens, une toile de fond, en filigrane, à laquelle on va revenir de temps en temps, au long de cet épisode. Mais avant, je voudrais, de façon un peu plus immédiate et concrète, échanger avec Mathilde à propos de ce que peut signifier, déjà pour elle, mais du coup pour d'autres, ce qu'on appelle la vie intérieure et comment elle peut être perçue aujourd'hui selon les diverses sensibilités qui nous habitent et surtout selon notre culture quand même, disons-le, une culture occidentale, postmoderne, et même si c'est une culture en transition rapide, elle est quand même encore extrêmement influencée par tout ce que suppose l'histoire des 50 dernières années, et notamment des 20 dernières années, qui ont déjà formé une génération pour qui la vie intérieure, me semble-t-il, est un petit peu, pour le moins, énigmatique. Donc, Mathilde, est-ce que déjà tu pourrais me dire ce que t'évoque cette formule de vie intérieure en toi, spontanément ? Oui, bah écoute, ouais, moi je suis ravie d'y répondre parce que la vie intérieure, c'est vraiment une amie pour moi. Alors je parle que de mon expérience, mais je dirais que moi, ma vie intérieure, c'est un peu comme un refuge. C'est un espace un peu hors du temps, un espace à moi, en dehors un petit peu du bruit du monde, dans lequel je peux me ressourcer, dans lequel je trouve souvent de l'apaisement, d'ailleurs. C'est un petit peu un arrêt
Voilà, un moment de pause dans l'existence. Donc, alors je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que j'appréhende très positivement et qui m'aide beaucoup et qui m'a toujours, je dois dire, beaucoup aidé dans la vie. Donc, c'est pour ça que je dis que Qui a été peut-être un besoin pour toi aussi, oui, à des moments? ça a été un besoin. Et puis, ça a été aussi un endroit dans lequel j'ai puisé aussi beaucoup de mes ressources. En fait, pour moi, Mmh. la vie intérieure, je l'ai expérimentée voilà, dans deux principales situations dans ma vie. Alors, dans des moments de souffrance, que ce soit des moments de souffrance physique ou des moments de souffrance psychologique, j'ai trouvé dans la vie intérieure un sens à ma souffrance. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où effectivement où on est un peu, on souffre tellement qu'on se dit mais en fait pourquoi je souffre, à quoi ça sert, enfin voilà, on commence à se poser un petit peu ces questions-là. Et à ce moment-là, nous arrivent comme des petites fulgurances ou des petites, je ne sais pas si on peut appeler ça des fulgurances, mais en tout cas nous arrivent certaines pensées qui nous permettent de donner un Oui. sens à la souffrance. Alors soit parce qu'on garde espoir de certaines choses, soit parce que ça nous aide à traverser ces moments-là. Donc ça, c'est la Mmh. première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai un côté un peu contemplatif. Donc ça, c'est pour le côté plus positif, je dirais, de la vie. Et que parfois, face à la nature et à la beauté de la nature, je rentre dans un moment un peu méditatif, mais sans le vouloir, hein. C'est-à-dire, je me dis pas, tiens, il faut que je médite pendant 10 minutes. Mais il y a un côté un peu contemplatif, un petit peu méditatif, et les choses s'arrêtent. Et voilà. D'ailleurs, je pense, excuse-moi de t'interrompre, que les plus grands moments de méditation dans la vie sont ceux qui arrivent Exactement. spontanément et qui ne sont pas maîtrisés et Oui, non tout à voulus. fait, parce que je pense qu'effectivement, quand tu te mets un peu un timer en te disant, bon là j'ai pile 10 minutes, il faut que je médite. Enfin, en tout cas, moi, ça marche pas. Ça marche peut-être pour certaines personnes qui sont super entraînées. Mais moi, je sais que oui, ces moments de méditation et de contemplation, finalement, où j'accède à ma vie intérieure, à mon intériorité, c'est vraiment des Mmh. moments qui sont absolument pas prévus, hein. Ça arrive C'est comme ça. ça. C'est une rencontre avec la Voilà. vie intérieure, comme on rencontre quelqu'un, mais ça arrive à un moment Ouais, justement qui a sa propre temporalité et qu'on ne maîtrise exactement. pas. Ouais, ouais. Exactement. Et après, Mmh. je pense que ça dépend beaucoup des gens, je pense. Mais moi, je dirais que le thème central de ma vie intérieure, c'est des questions qui tournent beaucoup autour du sens. C'est-à-dire que ça va souvent être des choses sur, justement, j'en parlais tout à l'heure, le sens de la souffrance, mais c'est le sens de ma vie en général, le sens de la vie plus globalement, le sens du travail que je peux faire, le sens des engagements que je peux avoir, le sens de certaines relations aussi. Ça va tourner beaucoup autour du sens. Alors, est-ce que c'est pour tout le monde pareil? Je ne sais pas, mais voilà, moi, c'est un peu mon... Bah, c'est-à-dire que fatalement, l'être humain à des degrés variables, comme tu le dis, un jour ou l'autre est confronté aux grandes questions existentielles Mm. qui nous concernent tous finalement. Alors est-ce que tout le monde y accède au même degré, avec la même intensité, avec des résistances plus ou moins fortes? Est-ce qu'on y est poussé? Est-ce qu'on y va de son propre gré? Donc c'est vrai que je pense pas qu'on soit tous égaux vis-à-vis de ce qu'on appelle la vie intérieure. Mais déjà, je me demande si c'est une réalité pour tout le monde, puisque toi, tu en parles comme quelque chose qui, Oui. comme vie intérieure, est vivante. Elle est Oui, vivante, c'est une vie. oui, oui, tout à fait. Et en plus, moi, j'en ai eu conscience un peu tard parce que souvent, j'ai fait l'amalgame de dire la vie intérieure, c'est un côté un peu religieux. Moi, j'ai été éduquée dans une famille de tradition catholique où j'ai grandi en allant à la messe le dimanche, voilà. Et donc, je me disais, tiens, ça a forcément un rapport avec la religion.
Alors que c'est pas du tout dans les moments où j'allais à l'église le dimanche que ma vie intérieure Où tu te sentais connectée à ta vie intérieure. Où elle se manifestait. Bien sûr. Bon, c'était souvent un petit moment de vide quand même, hein, pour pas te... Voilà, quand même. Donc c'est pas franchement... De vide ou d'ennui, voilà, peut-être, vraiment, pour une d'ennui. enfant. Et donc c'était pas du tout Ouais. les moments où j'étais le plus connectée à moi-même. Donc c'est venu après cette conscience qu'en fait ça n'avait pas grand-chose à voir avec la religion. Alors ça peut-être, dans le cas de gens qui ont une très grande foi dans la religion, qui pratiquent, bien sûr. Mais moi, ça n'a pas été mon cas. Ça n'a pas du tout été quelque Oui, et chose. puis en plus, tu étais très jeune et c'était quelque chose qui t'était imposé. Donc finalement, quand on parle de sa vie intérieure, on parle de sa subjectivité propre et de son expérience la plus intime. Donc c'est pas nécessairement dans ce qui nous est imposé par l'extérieur qu'on peut y avoir accès. Je dirais même que c'est contre-intuitif. Complètement. Et justement, dans ce cas-là, est-ce que l'astrologie, justement, peut, au regard d'un thème astral, voir que certaines personnes ont une propension à avoir une vie intérieure plus riche que d'autres? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir astrologiquement parlant? Alors complètement. Après, si tu veux, on peut pas systématiser quelque chose d'aussi vaste que la vie intérieure. C'est un peu comme si tu me disais, est-ce qu'on peut voir dans un thème si on est capable d'aimer ou pas, si on est quelqu'un qui peut créer ou peut ne pas créer. On crée de façon différente, on aime de façon différente, on vit une vie intérieure de façon différente. Donc là-dessus, on peut pas trouver nécessairement trop de règles, mais on peut voir des points communs, en tout cas, clairement, entre certains individus qui ont écrit sur l'importance de la vie intime de l'homme. Et quand je parle d'intime, je ne parle pas de vie amoureuse. Ici, je parle de ce qu'il y a d'encore plus intime, c'est-à-dire le rapport à soi ou le rapport, en tout cas, avec l'immédiateté de la vie et du fait que, voilà, du rapport à la vie avec un grand V. On l'appellera comme on veut, on peut l'appeler la vie, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la transcendance, on peut l'appeler le sens, on peut l'appeler l'instant. Toujours est-il que c'est un rapport avec ce qui, quelque part, ce qui est, avec l'être. Et ce rapport-là, effectivement, il peut être, analysé astrologiquement parlant ou deviné, hein, parce qu'encore une fois, c'est pas parce que on a ces signes-là, ces éléments-là marqués dans le thème astral qu'on a nécessairement une vie intérieure extrêmement riche. Ça dépend de quelques autres facteurs et je n'insisterai jamais assez sur le fait qu'un thème est très complexe. Donc, il faut toujours qu'il y ait plusieurs recoupements pour qu'on en vienne à une conclusion. On ne peut pas, sur un seul élément, tirer une conclusion définitive sur la façon de fonctionner d'un individu. Ceci étant, j'ai regardé un petit peu le thème de 3 personnages célèbres. Alors peut-être qu'il y en a que vous ne connaîtrez pas, dépendant des auditeurs. Ceci étant, les 3 sont célèbres. Les 3 ont chacun à leur manière vécu une vie intérieure par nécessité ou par caractère forte. Ce sont donc l'écrivaine anglaise Virginia Woolf. Alors ça, je pense que tout le monde la connaît, l'héroïne nationale décédée en 2017, Madame Simone Weil. Et un grand monsieur, que certains d'entre vous peut-être ne connaissent pas, qui s'appelait Viktor Frankl, qui était un psychiatre viennois, ensuite naturalisé américain, et qui est passé par les camps de la mort et qui en est sorti avec une richesse de réflexion et d'information, notamment vis-à-vis de sa pratique de thérapeute et de psychiatre. C'est, pour ceux qui le connaissent, c'est l'inventeur de la logothérapie. Et il a écrit un livre vendu à des millions d'exemplaires depuis, qui s'appelle « Découvrir un sens à sa vie ». Oui, pardon, parce que moi je l'ai lu dans une autre langue et du coup je ne suis pas sûre de la traduction. Donc c'est bien celui-ci. C'est un petit livre que je conseille à tout à chacun de lire puisqu'il nous concerne tous. Et il parle effectivement de ce qui fait de façon
essentiel, le sens de la vie de l'homme, quelle que soit son éducation ou sa culture. Qu'est-ce qui fait qu'il a encore l'envie d'avancer, malgré les pires circonstances. Et donc, du coup, ces 3 personnes ont effectivement ce qu'on appelle les maisons astrologiques liées à l'élément eau. Ils ont des maisons d'eau assez investies. Je m'explique. Pour ceux qui nous ont suivis sur l'épisode d'Harry Potter consacré aux éléments, nous avons parlé de l'élément eau. Et nous avons parlé du fait que c'est l'élément à la fois le plus inconscient, mais aussi parce qu'inconscient, le plus à même d'être à l'écoute de ce qui n'est pas justement la sollicitation de la rationalité, de la productivité du monde, mais bien une écoute beaucoup plus, on va dire, sensible et une réceptivité particulière vis-à-vis des émotions profondes de l'humain. Et ce sont aussi les maisons de l'inconscient, donc je le répète, donc la maison 4, la maison 8 et la maison 12 sont des maisons liées respectivement aux signes du Cancer, du Scorpion et des Poissons. Et donc, c'est vrai qu'il y a des différences majeures entre les thèmes de ces 3 personnages, mais chacun ont, de façon plus ou moins accentuée, enfin Virginia Woolf, elle avait 1, 2, 3, 4, 5, 6... si on met Chiron de côté, 5 planètes en maison 12, c'est assez énorme. La maison 12, je ne vais pas rentrer trop dans la symbolique de la maison 12, mais je dirais simplement que c'est la maison de l'inconscient collectif, notamment, et d'un certain isolement, pour pouvoir, en fait, quelque part, in fine, être à l'écoute de l'universel et du transcendant. Quelque part, un besoin de se couper du monde, et c'est aussi la maison d'un certain mysticisme au sens large, c'est-à-dire une quête de l'unité, une quête de l'unité dans l'existence qui demande à des moments, de par l'hypersensibilité qu'ont les personnes qui sont très touchées de la maison 12, un retrait du monde pour pouvoir quelque part le ressentir tout en le digérant, en l'assimilant, en y donnant un sens. Mais ça, je pense qu'elle l'illustre très très bien, Virginia Woolf, parce que dans son livre Une chambre à soi, justement, elle déplore que les femmes n'ont pas assez accès à l'écriture, en fait, à cause de leurs conditions matérielles et du fait qu'elles n'aient pas le temps, puisqu'elles sont obligées de s'occuper du foyer. Et donc elle dit, c'est ce qui est quand même très représentatif, elle dit « Difficile pour les femmes de voyager seules pour pouvoir avoir accès à leur esprit ». Difficile pour les femmes de s'installer en terrasse tranquillement et pour prendre le temps de réfléchir devant un petit café. Et difficile aussi pour les femmes d'accéder à la bibliothèque par manque de temps, donc de pouvoir découvrir et de pouvoir s'y instruire. Voilà. Donc c'est quand même, elle prône effectivement le côté, il faut pouvoir s'évader. Et la vie de l'esprit aussi, qui était qui était un luxe en fait, il y a encore peu de temps pour les femmes. Oui. Ouais, tout à fait. Qui est encore un luxe pour beaucoup de femmes sur Terre aujourd'hui encore, malheureusement. Oui, c'est sûr. Mais on progresse, on espère en tout cas. Mais c'est vrai que quand tu évoques ça, même le temps à soi sur une terrasse de café... pour juste... juste pour avoir la possibilité de créer et même de prendre le train, ce qui me fait repenser à J.K. Rowling, justement, à Harry Potter, où effectivement cette idée de Harry Potter lui est venue justement en prenant le train seule. Imagine qu'elle soit avec un petit copain à ce moment-là. Harry Potter n'aurait jamais été né. Mais quelle horreur, quelle perte pour l'humanité. c'est ça. Et donc, ce qui est drôle, c'est que là, Virginia Woolf, quand même, vraiment quelques temps avant, le
le signifiait déjà. Et donc, elle fait part effectivement du fait que les femmes, pour pouvoir créer et pour pouvoir s'investir dans l'écriture, avaient besoin d'argent et d'une chambre à elle où elle pouvait avoir une clé et qu'elle puisse fermer pour justement ne pas être dérangée par la famille et tout ce qu'elle devait faire. Donc, elle militait vraiment. Oui, Vraiment c'est un pour ça, quoi. manifeste féministe, ce livre, Et quasiment. est-ce que tu as pu voir dans son thème, Léa, au-delà du fait c'est 6 planètes, c'est ça, en maison 12? 5 planètes en 5 maison planètes. 12 et Chiron en plus, qui est un point important dans le thème, mais qui n'est pas exactement une planète. Et ce sont des planètes personnelles qui sont en maison 12? Alors les deux, elle a la Lune en 12, Elle a les deux, elle a d'accord. Jupiter en 12, mais elle a aussi 3 planètes, enfin elle a Saturne en 12 et 2 planètes transpersonnelles, Neptune et Pluton en 12. Donc ça fait un bon paquet. Hein. Elle avait une grande maison 12. Et puis la maison 4, qui est aussi une maison de l'inconscient, mais d'un inconscient beaucoup plus personnel, qui est la maison tout à fait en bas du thème, la plus au nord. Enfin, au nord, tout est inversé, en fait, dans un thème astrologique. Hein, donc, le nord est au sud et le sud est au nord. Donc, en fait, les maisons que l'on voit... Que ça soit plus simple. Voilà, c'est ça, histoire de juste pour le plaisir de la complication. Elle avait une planète très importante pour elle, puisqu'elle était Verseau, Soleil Verseau. Le maître de son soleil, Uranus, était en maison 4, au fond du ciel. Et ça a défini énormément de sa façon, justement, de percevoir la condition féminine de façon progressiste et un besoin très, très fort, malgré son milieu social extrêmement privilégié, mais un besoin qu'elle avait de s'émanciper, qu'elle n'a jamais vraiment pu tout à fait honorer durant sa vie, si on s'intéresse un peu plus en détail à la biographie de Virginia Woolf. C'était pas toujours simple pour elle de vivre sa condition de femme, malgré le fait qu'elle avait la liberté d'écrire et le temps pour écrire. Ça c'est un peu plus personnel et compliqué, mais je recommande à tous ceux qui sont intéressés et par les grands esprits et par les femmes puissante et intelligente et par les écrivains aussi en général, de lire une biographie de Virginia Woolf, et directement d'ailleurs ces ouvrages qui sont d'une poésie quasi inégalée. Au XXe siècle, mais il y en a d'autres. Je ne veux pas faire d'exclusivité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Oui, sa solitude et son intériorité, ça lui a quand même bien permis, je pense, d'explorer la pensée humaine, quoi. Le fait de... Oui, alors après, évidemment, chez Woolf, c'est un peu extrême, puisque elle en a souffert. Elle était victime de... Alors maintenant, les psychiatres, a posteriori, auraient diagnostiqué ça en disant que c'était des troubles bipolaires important, mais en tout cas, elle a eu des crises psychotiques qui étaient extrêmement douloureuses, sans nul doute, et surtout, on peut pas dire que la maison 12 soit complètement neutre à ce propos, c'est-à-dire que quand on a un paquet de planètes en 12, on peut être tellement à l'écoute de l'inconscient collectif qu'à des moments, mais c'est absolument pas une fatalité, mais ça peut se manifester chez certaines personnes comme des vagues de l'inconscient qui viennent surgir à la conscience et submerger en fait le moi. Donc c'est pour ça que traditionnellement on peut associer la maison 12 à la folie au sens large. Après mais ne pas s'alarmer si quelqu'un a plein de planètes en 12, ça ne veut pas dire qu'elle est folle. Voilà. Mais ça peut être une façon en fait d'être connecté en tout cas à des choses qui nous dépassent et qui tout à coup submergent effectivement la personnalité individuelle. Et je pense aussi qu'on en fera, je pense même, on en avait discuté, Léa, mais qu'on fera un épisode là-dessus. Mais à plusieurs reprises aussi, elle parle du fait qu'elle arrive bien et elle aime beaucoup écrire la nuit. Et on faisait aussi un parallèle un petit peu avec les gens qui ont une vie intérieure, notamment les artistes, avec le fait que la nuit, pour eux, est quand même une source de créativité très importante, de calme, au moment où ils peuvent créer. Pour beaucoup de gens, la nuit est synonyme d'angoisse. Mais pour les gens qui ont une
une vie intérieure. Alors, j'imagine peut-être pas pour tout le monde, bien sûr, on peut pas généraliser, mais que la nuit peut être une amie Oui, aussi. très propice. C'est-à-dire C'est-à-dire, qu'il y a des gens qui voilà. arrivent aussi à un calme intérieur bien plus important quand le jour s'étiole et que le crépuscule doucement crée une sorte d'ambiance feutrée autour de soi et que le monde, quelque part, le monde en tout cas de la productivité rationnelle, le monde solaire, de la conscience et de la construction du monde, s'arrête ou se calme pendant un moment. Et je pense effectivement que beaucoup de gens, dits artistes, en tout cas des créatifs, des créateurs, des hypersensibles, qui sont particulièrement connectés au domaine lunaire, je dirais, dans ce sens-là, parce qu'effectivement, la lumière de la nuit, c'est la lumière de la lune, une lumière réfléchie du soleil, mais une lumière indirecte du coup. Et c'est au travers de cette lumière indirecte lunaire que s'éveille le côté réceptif, plus inconscient, plus intuitif, plus sensible de la personnalité. Et c'est à cette matière-là que viennent puiser les artistes. C'est pour ça que beaucoup créent la nuit. Beaucoup trouvent, en tout cas, ce qu'on appelle l'inspiration, qu'elle soit mythe ou réalité, mais ce qu'on appelle l'inspiration, qui la trouvent davantage la nuit. Et puis la nuit apaise aussi. Faut quand même, je pense, le souligner. Je pense que c'est quelque chose qui revient chez beaucoup de personnes qui traversent des moments un peu difficiles. On en traverse tous. Des moments où vivre devient difficile, devient particulièrement difficile au point où on peut en tomber en déprime ou dépression. Que le moment où vient la nuit est le moment où les angoisses se taisent un petit peu plus. Parce que quelque part, le monde environnant épouse notre être intérieur. Et qu'on ne se sent pas dans l'obligation, dans l'angoisse, dans la culpabilité de devoir sortir dans le monde et produire et prouver et être à la hauteur de ce qui est très compliqué quand on est dans ces états-là. Donc la nuit est très porteuse dans beaucoup de circonstances. Mais elle va à l'encontre totale de ce que l'on considère comme étant ce qui est rassurant, clair, net, lumineux et jaillissant de vie, comme si la nuit, quelque part, n'avait pas de vie à elle. Et pour parler d'un autre professeur de neurologie et psychiatrie comme Viktor Frankl, qui a tout à fait une autre expérience de la vie intérieure que Virginia Woolf, et puis qui a, malgré lui, c'est-à-dire fait l'expérience quand même dans une situation extrêmement difficile de la vie intérieure. Alors Mathilde, puisque je pense que tous nos auditeurs ne connaissent pas Viktor Frankl, est-ce que tu peux juste un petit peu résumer quelle est son histoire et grosso modo qu'est-ce qu'ils disent dans ce livre sans aller dans les détails. Alors, Viktor Frankl, donc il a été arrêté et donc il est passé par les camps de concentration. Il en a fait un petit livre. Alors il était déjà psychiatre avant de passer par les camps de concentration, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'il dit dans son livre, puisqu'il a essayé de faire des petites psychothérapies aux prisonniers qui étaient avec lui, avec le peu de ressources qui lui restaient et de vitalité qui lui restait. Et donc, il propose une analyse des camps aussi à travers le prisme du psychiatre et donc du médecin, ce qui est quand même relativement rare et précieux. Donc, ce petit livre relate deux choses. La première chose relate son histoire, c'est-à-dire vraiment ce qu'il a vécu pendant les camps de la mort, avec, je dois dire quand même, une précision dans les ressentis, et c'est ce que tu disais très justement, je pense qu'il a beaucoup de signes d'eau, parce qu'il parle très très souvent et d'ailleurs le mot ressenti, le mot sensible revient très souvent dans son récit. Alors c'est marrant chez Frankl, je t'interromps 2 minutes parce que son soleil et sa lune sont en feu. Et alors non pas qu'il n'avait pas des marques plutoniennes
Enfin, en tout cas, il était marqué aussi d'une grande sensibilité. Mais c'est marrant, son soleil et sa lune n'étaient pas en eau, mais en feu. Et je viens juste faire un lien avec le titre de son livre, Donner un sens à sa vie, pour faire écho à l'élément feu qu'on avait vu donc, il y a quelques temps. C'est vraiment l'idée du sens et de l'espoir et de l'optimisme et de la vision, et qu'on peut en sortir et que les choses peuvent changer. Et en ce sens, je pense que le soleil bélier, lune sagittaire de Viktor Frankl lui a permis de garder le sens en lui. Mais je pense que c'est ce qu'il incarne à la sortie des camps. Mais en tout cas, la lecture qu'il en fait au moment où il écrit ce qu'il a vécu, on sent vraiment quelqu'un qui est quand même teinté beaucoup de signes d'eau, quoi. Il y a beaucoup d'émotionnel dans beaucoup de dignité, hein, mais beaucoup d'émotionnel quand même dans ce qu'il écrit. Alors pour les astrophiles, je pense que c'est lié aussi à sa lune opposée Pluton. Voilà. Je tiens à souligner le point. C'est super. Voilà, c'est bon. Tu peux continuer. C'était une anecdote. Non, après voilà, on sait que bon, comme Simone Veil, il y a toute une partie de sa famille qui a péri dans les camps, y compris sa femme qui était enceinte. Mais il en fait, je dirais, une ode quand même à la vie intérieure. Il y a énormément de passages où il parle de la vie intérieure, de ce qui lui permet de tenir. Des moments où il doit s'extraire un tout petit peu de ce qu'il appelle la foule pour pouvoir un tout petit peu penser à tout ça. La foule dans les camps ? Ouais. Le fait qu'en fait ils étaient dans je sais pas combien de personnes dans des baraquements, à un moment donné ça devenait extrêmement oppressant, que parfois il avait des petites minutes où il était un petit peu seul et ça lui permettait de contempler la nature, ce qu'il pouvait en voir, et puis aussi de penser à sa femme, et il le dit régulièrement, et c'était un moyen d'évasion pour lui, de l'enfer des camps. Et donc toute cette expérience des camps lui a permis de comprendre l'importance justement de trouver un sens à sa vie, pour avoir l'envie et le courage de continuer, et donc il en a fait une pratique. Il fait partie des 3 grandes écoles de Vienne, donc à savoir Freud, Adler et lui, de psychothérapie. Donc il a créé ce qu'il appelle la logothérapie. Donc c'est l'analyse existentielle. Et qui, en fait, quelque part, a été façonné par son expérience des camps, ce qui n'a pas été le cas de Freud et d'Adler, en fait. C'est presque l'édifice intellectuel, et, enfin, en tout cas, ce qu'a laissé Frankl en termes de traces vis-à-vis de sa vocation, de son métier, a été formé, pour le coup, par l'expérience même du sens au travers de l'enfer des camps. Et ça le distingue ça le distingue beaucoup. Et d'ailleurs, il avait une phrase qui est quand même pas très courante chez les thérapeutes, parce qu'il commençait en général sa thérapie en demandant à ses patients pourquoi vous ne vous suicidez pas. Oui, il faut le faire. Pour quelqu'un qui est au bout du rouleau, ce qui est quand même, je dois dire, assez fort. Mais ça permettait d'extraire le sens, en fait. Pourquoi vous ne vous suicidez pas ? Donc la personne était obligée de donner des raisons. C'est une façon assez radicale d'en aller à l'essentiel. C'est sûr. Exactement. Et je trouvais ça assez incroyable parce que finalement, c'est quand même assez brut. Hein. Il était quand même pas là pour être toujours très sympa, très compatissant. Il allait vraiment chercher au fond, dans les profondeurs des personnes, pour essayer de trouver une raison et un sens à leur vie qui les fasse tenir et sortir de la maladie. Donc, c'était quand même assez extraordinaire. Donc... Ah oui, et puis après, ça a marqué des millions de vies de par la suite. Il en a fait... une méthodologie thérapeutique après-guerre qui est encore utilisée sous diverses formes, en tout cas qui a influencé de nombreuses écoles de thérapie aujourd'hui encore. Donc oui, non, c'est sûr que c'était un homme qui a exemplifié quelque part le fait de tirer de ses ressources et de son expérience de vie la plus intime quelque chose qui peut bénéficier à l'humain en général dans ses propres épreuves et dans ses propres ouais, puis ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis enfers, si je puis dire. C'est-à-dire que le récit est teinté d'émotionnel, et en fait il a 2 planètes personnelles très importantes en feu.
Ce qui Oui, alors de ce qu'on parlait, c'est-à-dire que ouais. le couple lunisolaire, et qui est quand même important, parce que même si on a d'autres planètes et que l'ascendant et que tout ça, et que bon, il y a toutes sortes de choses qui jouent, on est d'accord, et les maisons et les planètes personnelles et les signes et le décompte des éléments, etc. Mais quand même, c'est une façon certes simplifiée et simpliste de regarder le thème, mais quand on regarde déjà les éléments dans lesquels se situent le Soleil et la Lune, on a déjà une petite idée de ce qui peut motiver l'individu dans la vie en général. Donc par exemple, si vous êtes Soleil Sagittaire, Lune Taureau, vous pouvez déjà, pour commencer, je sais que c'est un début, mais c'est un début intéressant de vous dire que je suis feu, terre, et qu'est-ce que ça veut dire déjà être marqué du feu et de la terre. Ah oui, c'est vraiment très intéressant. Et je faisais aussi on faisait aussi un petit peu le parallèle, puisque c'est vrai que tu as évoqué Simone Veil au début de l'épisode, mais ils ont vécu une expérience quand même assez similaire. Alors pas du tout, ils venaient pas du tout des mêmes endroits, ils n'avaient pas du tout la même histoire, la même vie. Mais quand on voit le destin de Simone Veil, c'est aussi assez extraordinaire d'avoir fait de cette souffrance, expérience de vie atroce, quelque chose d'assez magistral, quoi. Je sais pas, tu as le thème de Simone Veil, oui, tu l'avais. Alors, je ne l'ai pas sous les yeux, mais j'ai noté effectivement, de toute façon, je connais assez bien le thème de Simone Veil, je sais qu'elle était Cancer, Lune en Capricorne, et qu'elle était toute sa vie, sa mère a joué, même décédée, une influence considérable dans sa vie, comme beaucoup de personnes qui ont le soleil en Cancer. Et que elle avait des planètes aussi importantes, des conjonctions importantes en maison 8, donc la maison du Scorpion, et en maison 12, maison des Poissons. Donc les maisons d'eau reviennent, et c'est important aussi de garder un peu ça en fil rouge, hein, c'est ce que je disais au départ. Le point commun de ces trois personnages, c'est d'avoir des maisons d'eau investies. Et son soleil Cancer a pour maître la Lune en Capricorne, qui elle-même a pour maître Saturne, qui lui est en maison 4, pour ceux qui veulent avoir des petits outils astrologiques. Donc les trois maisons d'eau étaient assez importantes pour Simone Veil. Donc elle avait une capacité à aller puiser dans ses ressources émotionnelles, parce que je crois finalement quand on synthétise un petit peu tous les témoignages, toutes les informations, tous les récits des vies qui ont connu le pire et qui s'en sont relevées, on voit quand même que c'est finalement une certaine hypersensibilité qui a permis en fait aux gens de survivre. C'est qu'on dit souvent, oui, les personnes les plus sensibles, les personnes les plus morales, les personnes les mieux sont toutes mortes dans les camps, et ceux qui étaient durs, forts, impitoyables ont survécu parce qu'il fallait l'être, impitoyable. Je pense que c'est un peu schématique de le dire, mais beaucoup de survivants l'ont dit. On dit ce sont les meilleurs sont partis, et ceux qui étaient un peu des survivants qui se battaient parfois de façon un peu réduite, en tout cas à un état presque sauvage et primitif pour survivre, quoi, et étaient jugés par eux-mêmes avant tout comme étant des personnes moralement plus répréhensibles quelque part. Ou moins droite. Ça, je me permets, même si je suis très loin de pouvoir me prononcer là-dessus, mais je me permets de penser que c'est un peu plus compliqué, parce que des gens comme Veil, comme Frankl, qui ont vécu l'expérience des camps et qui ont perdu leurs très proches dans les camps, ont eu à un moment donné sans doute un choix qu'on ne peut même pas concevoir, nous qui n'ont pas eu cette expérience-là, mais un choix existentiel de se dire, ok, c'est soit la mort, soit la vie.
Et si je choisis la vie, alors ça va être coûte que coûte la vie. Et ensuite, j'en ferai quelque chose à la sortie des camps. Il faut qu'il y ait une sortie. C'est-à-dire qu'il faut déjà pouvoir envisager la sortie, mais parce qu'ils étaient des individus hypersensibles à la souffrance, du coup, du monde, à leur propre souffrance, mais à la souffrance des autres et de ceux qu'ils ont perdus, ils ont voulu universaliser cette expérience pour en faire quelque chose qui répare le monde. Alors, je pense que, pour le coup, ici, leur hypersensibilité les ont entre guillemets sauvés, puisqu'ils se sont dit je vais en faire quelque chose. Ça ne sera pas pour rien. Et effectivement, ça recoupe ce que tu as dit tout à l'heure, ça recoupe et l'empathie à la souffrance humaine et la responsabilité et le sens qu'on donne à ses actions et à ses choix. Oui, tout à fait, parce que si on pense à l'hypersensibilité, on pourrait se dire que c'est des personnes qui sont facilement noyables sous leurs émotions et qui sont tellement perméables que en fait, les camps, ça les aurait peut-être détruits émotionnellement. Enfin, ils n'auraient jamais pu en faire quoi que ce soit, quoi. Mais je pense que ça a été le cas de beaucoup de gens qui ont péri parce qu'ils se sont dit à quoi bon maintenant. Enfin, c'est tellement horrible, il y a plus de sens justement. Mais certains, peut-être, à un moment donné, ont eu un regain pour toutes sortes de raisons qu'on ne peut vraiment pénétrer. Mais il y a eu quelque chose de l'ordre d'un sursaut de la conscience, de se dire qu'il va falloir survivre pour servir un but, effectivement. Et en ce sens... Ils ont vachement bien réussi. Oui, et parfois malgré eux, parfois avec une culpabilité, souvent avec une culpabilité terrible tout au long de leur vie. D'avoir été ceux qui avaient survécu et pourquoi eux et pas les autres. Donc ça pose la question aussi d'une vie intérieure qui a dû être pour ces gens-là bien plus à des moments agités et douloureuses que la nôtre. Ceci étant, pour les êtres vivants que nous sommes, puisque ces personnes sont aujourd'hui décédées, la vie intérieure reste un lieu, un espace qui convient peut-être de se réapprivoiser, puisque dans un thème, on voit que les maisons dont je parle, la maison 4, la maison 8 et la maison 12, sont des espaces vides ou pleins, selon qui a des planètes ou pas, mais ce sont des espaces en soi. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être Simone Veil ou Viktor Frankl ou Virginia Woolf pour... pour aller les contacter. Non, ça fait partie de la tapisserie de l'humain. Mais alors, pourquoi est-ce que elles ne sont pas avidement recherchées dans la société dans laquelle on vit? Ça, je ne sais pas. Tu as une idée? Parce qu'on n'est pas du tout sur une société qui prône l'intériorité, à mon sens. Ni l'intériorité, ni la vie intérieure. On est beaucoup dans l'extérieur. On va rechercher dans l'extérieur des choses qu'on pense ne pas avoir en soi. Et donc, ça demande aussi un petit temps de pause. Et on sait bien que la société dans laquelle on vit n'aime pas tellement, en fait, les temps de pause, le ralentissement, quelque part, du monde. Ça me fait penser à un truc hyper que j'ai lu là il y a quelques temps, excusez-moi, je n'en ai plus la source, mais que cette période de confinement que l'humanité a vécue a eu des effets assez divers selon les tempéraments. Et bien que ça n'a pas été une période facile, loin de là, les personnalités dites introverties en ont bénéficié d'une façon qui, pour eux, en tout cas, leur ont paru être un moment propice à beaucoup de choses, tandis que ceux qui ont une tendance beaucoup plus sociable et extravertie ont eu de grandes difficultés à vivre cette période. Mais c'est pas étonnant parce que je pense que quand on est très sociable, très extraverti, très dans le monde, on a du mal à se connecter à soi. On va chercher tout le temps à l'extérieur et ça peut dénoter éventuellement une difficulté à se connecter à soi. Et là, la crise du Covid a forcément été obligée à un moment donné de faire un arrêt dans les vies à peu près de tout le monde. Donc oui, je pense qu'il y a des gens qui ont plus ou moins bien vécu le... Oui, mais surtout qu'il y avait comme une analyse de certains sociologues et psychologues, comme quoi le post-Covid,
si jamais, enfin, il n'y aura pas vraiment peut-être de post-Covid, mais en tout cas le Si jamais on s'en post-confinement. sort. Non, mais disons de vie, de reprise en tout cas d'une vie sociale plus normale. Sera difficile pour les personnes qui sont de naturel introverties, puisque quelque part cette période leur a légitimé leur tempérament. Ils ont pu le vivre, puisque tout le monde devait le vivre. Alors, c'était pas anormal d'être introverti. C'était la situation imposée à tout le monde, d'être chez soi, à l'intérieur, confronté à son intériorité, et que ça allait sans doute créer des sortes de difficultés qu'il faudra franchir par paliers pour revenir dans le monde, pour ces individus-là. Mais ça, ouais, ça m'étonne pas parce qu'on parle beaucoup du confinement et des ravages que ça fait sur la santé mentale et c'est sérieux et très réel. Mais effectivement, on parle pas tellement de l'après. Mais je pense que l'après, ça va pas être si simple de reprendre une vie normale pour tout le monde. Non, pas On pour a tout le tellement monde, été non. empêchés C'est ça. pendant un an, empêchés voilà, de faire plein de choses que finalement, quelque part, on s'y est un peu habitué. Alors, même si c'est très contraint hein, et c'est forcé, et voilà, mais je pense on s'y est un petit peu habitué. Et du coup, le fait de repartir comme une vie comme avant, je pense effectivement que ça va pas être très simple. Et justement, j'avais une dernière question pour toi, Léa. Est-ce que c'est possible de ne pas avoir de vie intérieure? Est-ce que dans un thème, on peut voir, par exemple, quelqu'un, une personne qui n'a pas propension à vivre, à avoir une vie intérieure? Parce qu'il y a des gens, ça leur parle pas du tout le sujet. Enfin, je pense que... Oui, alors je pense que là encore, c'est une addition d'une éducation et d'un tempérament qu'on peut plus étudier via le thème. Là aussi, je voudrais pas systématiser parce que je risque de dire des erreurs et c'est pas le but. En revanche, il peut effectivement avoir des thèmes qui montrent un fort besoin, une forte identification à l'activité, à la productivité, à la proactivité dans le monde et qui suppose du coup un refus ou un mépris ou une angoisse ou une résistance au temps qu'on appelle des temps vides, des temps morts, mais qui, en tout cas pour des gens qui ont cette vie intérieure vivante et consciente en eux, sont loin d'être des temps morts, sont les temps nécessaires et les respirations nécessaires et peut-être les temps les plus intenses que l'on puisse vivre dans la vie. Oui, oui, tout à fait. Pour certaines personnalités, c'est compliqué de comprendre ça, puisqu'en faire l'expérience leur est étranger et leur font peur. Et on peut le voir effectivement dans des thèmes qui pourraient avoir une tendance chez certaines personnes qui sont très identifiées à l'action et à la relation. Sociale en général, je ne parle pas de la relation intime, je parle de la sociabilité et de la communication, d'avoir tendance à toujours se projeter hors de soi. Alors c'est important de se projeter hors de soi, mais pas par excès. Et je pense que le fait de revenir en soi et de vivre avec soi-même et d'être à soi-même son meilleur ami n'est pas quelque chose de très simple, puisqu'on est une société qui, si on devait un petit peu faire le thème de notre société, ce qui serait compliqué à établir, hein, parce qu'on n'a pas de coordonnées de naissance pour notre société, ce serait sans doute un de ces thèmes qui a tendance à toujours chercher... la croissance économique, malgré tous les effets terriblement adverses que cela a sur une autre partie du vivant, le besoin de construire de nouveautés, de percer, de nouvelles idées, de nouvelles relations, de cette espèce de boulimie de mouvement, en fait, et de surinformation qui nous sollicite toujours en dehors de nous-mêmes. On est dans une société aujourd'hui malade d'information, malade de variété, malade de quantité, et il est quasiment impossible, à moins qu'on soit extrêmement ferme avec soi-même, pour réserver ces espaces à soi, ces espaces où on est simplement en lien avec ses pensées, ses émotions, ses ressentis,
et du coup en lien avec le monde. Hein. Moi, je perçois mal, enfin en tout cas, si je peux parler pour mon propre compte, j'ai du mal à envisager une vie où je ne peux pas me retirer à un moment donné du bruit de la foule pour pouvoir vraiment savoir où je vais, ce que je ressens, comment je me positionne vis-à-vis des choses, et ensuite comment je reviens au monde de la façon qui est authentique, qui est honnête, qui me convient. Oui, oui, parce que il y a une différence, effectivement, je pense, entre ce que veut dire être en relation. Parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on est dans une espèce de boulimie de rencontres sociales, tout le temps à l'extérieur, tout le temps avec des personnes et tout ça, qu'on est vraiment en relation. Oui, alors ça pose la question quasiment d'un épisode, je dirais. Et ouais, tout à fait, parce que en fait c'est ça, c'est pas parce on a une vie extrêmement riche et ou mondaine, relationnelle, que on sait être en relation. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet, effectivement, de nos sociétés actuelles, où on est, en fait, on est un peu bouffé par le monde, et en même temps, on n'a jamais été autant seul aussi. Parce que, par exemple, Paris, c'est quand même la ville où, en fait, on est brassé par le monde toute la journée, mais on ne connaît pas nos voisins, quoi. Absolument. Ce qui est quand même aberrant. Enfin, et Paris, on est vraiment la solitude à Paris, elle est réelle, quoi. Alors que c'est une ville où ça grouille de monde toute la journée, quoi. Donc il y a vraiment un paradoxe effectivement assez important, et je trouve que la vie intérieure en ça est très intéressante. C'est vrai qu'elle permet, parce qu'on retrouve le lien à soi, de retrouver le lien au monde. Mais tout à fait. Mais je pense que d'ailleurs notre société, en tout cas nos générations, sont malades de solitude aussi, parce qu'elles sont malades de vie intérieure, enfin qu'elles n'ont pas de vie intérieure. Dès le moment où on arrive à rentrer en relation avec soi, mais je ne parle pas d'une relation narcissique qui n'est pas une relation, un dialogue avec soi réel, on apprend à vivre avec soi d'une façon intégrale et bienveillante et authentique, alors le sentiment déjà de solitude n'est plus du tout le même. Mm-hmm. Et ce n'est plus un isolement, mais c'est une solitude pleine. Et ensuite, au travers de cette solitude pleine, on est plus à même de partager notre envie d'être avec l'autre de façon de quelque chose d'un lieu qui ne provient pas du manque, mais du besoin de partage qui arrive qui j'ai envie de dire vient en plus de la relation qu'on a à soi, qui n'est donc pas une tentative de compensation ou de fuite un peu de justement cette relation à soi et à la vie en réalité. Bah écoute Léa, on va s'arrêter là parce que on a un peu dépassé le temps, mais après tout, voilà. Désolée, mais on s'est un peu emballé sur la vie intérieure. Ne se borne pas à des deadlines précises. Il y a pas exactement. C'est le rythme intérieur. Bon, en tout cas, on espère vraiment que cet épisode vous a plu. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à nous faire des petites remarques ou des petits commentaires si vous le souhaitez. Puis en plus, j'ai l'impression que là, on a soulevé pas mal de thèmes qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. Ah bah complètement. Finalement. Alors là, je sais pas, on a une liste là pour le reste de l'année 2021. C'est bon, j'ai tout noté. Et puis évidemment, ça nous ferait plaisir et ça nous aiderait si vous notiez notre épisode avec 5 étoiles de préférence, si vous en avez qu'une seule, si vous pouvez vous abstenir, ce serait sympa, sur Apple Podcast et nous laisser un gentil petit commentaire auquel nous réjouirons de répondre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup de votre écoute. Bonne lecture, bonne vie intérieure et on vous dit à très bientôt.